Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Quand on est chef d'entreprise et qu'on investit dans les œuvres d'art, de quelles mesures de défiscalisation peut-on bénéficier? Pour en parler, je suis avec Nacera Kainou, sculptrice et vice-présidente de la Maison des Artistes, et Wu Ting, chef d'entreprise et collectionneur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être venu jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je commence par Nacera. Alors je suis sculpteur, comme vous l'avez dit, artiste installé à Paris, dans le 19e arrondissement. Et parallèlement, je suis très engagée dans une association qui s'appelle la Maison des Artistes et qui se bat pour la protection, la solidarité envers les artistes au niveau national. Wu Ting. Voilà, je suis directeur général du groupe Hypotel. Hypotel est un groupe hôtelier principalement à Paris. Nous avons 15 hôtels à Paris et 150 collaborateurs. Nous avons 800 chambres. Nos hôtels sont classés entre 1 et 3 étoiles. Vous êtes aussi collectionneur. Ah oui, je suis passionné par l'art. J'ai collectionné beaucoup d'art. Pourquoi cette passion pour l'art? Parce que, en fait, en tant qu'un chef d'entreprise, on est souvent en difficulté. On a beaucoup de stress. Bon, alors je pense l'art nous aide de surmonter des difficultés, de nous donner des imaginations et finalement, avec l'art, on peut se porter beaucoup mieux et ça nous aide aussi dans notre travail. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise, surtout les jeunes chefs d'entreprise, devraient s'inspirer de votre exemple. Je pense, oui. D'abord, l'art, c'est quelque chose de très important dans l'Occident, en Europe. L'art, pour moi, c'est aussi important que la mathématique. En fait, la mathématique, c'est la logique. C'est 1 plus 1 égale 2, d'accord? Mais l'art, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est une imagination. Donc l'art, c'est un complément de la mathématique. Donc un homme qui va réussir, il a besoin de la mathématique et de l'art. Il a besoin des deux à la fois. Est-ce qu'on sait qu'en France, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont aussi passionnés par l'art? Est-ce qu'on a des statistiques en la matière, hein, comme vous collectionnez des œuvres d'art? En fait, il y a deux catégories de chefs d'entreprise qui sont passionnés par l'art. Il y en a une catégorie qui est vraiment passionnée comme moi. Je suis vraiment passionné. Ah bon? Parce que si vous venez chez moi, dans mon bureau, j'ai beaucoup d'objets d'art dont Madame Kainou fait partie de ses œuvres d'art, fait partie de ma collection. Mais il y a une catégorie de chefs d'entreprise, c'est plutôt pour l'honneur, c'est plutôt pour une façade. Mais c'est aussi bien. Pourquoi pas? Alors, quelles sont les œuvres d'art que vous collectionnez? Bon, par exemple, voilà, je viens de dire, j'ai les œuvres d'art de Madame Kainou. C'est-à-dire des objets. J'ai un grand statut de Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo, tous les Chinois, 1,4 milliard de Chinois, tous les Chinois connaissent. Il y a plus de Chinois qui connaissent. Qui ne connaît pas cet écrivain du 19e siècle? Il y a plus de Chinois qui connaissent le Victor Hugo que Sarkozy, Hollande, ou par exemple les présidents français. Ils sont moins connus en Chine que Monsieur Victor Hugo. Pourquoi? Parce que il a les chefs d'œuvre, Les Misérables, d'accord? Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Et surtout, vous savez pourquoi? Parce que Victor Hugo, il enseignait dans toutes les écoles primaires en Chine. C'est-à-dire tous les enfants chinois, dès leur petit, ils connaissent Victor Hugo parce que M. Victor Hugo, il a accusé l'armée française en 1860 quand il a envahi Pékin, il a volé beaucoup d'œuvres d'art. Effectivement. Et puis il est très connu, il est très apprécié par les Chinois. C'était les troupes anglo-françaises. Les troupes anglo, oui, qui ont les deux armées, en effet. Le saccage du palais d'été. Enfin, pour précision, les Français ont volé oui. Et les Anglais ont incendié. Voilà, ils ont partagé le travail en détail. Voilà. Et Victor Hugo s'était vraiment positionné contre cette barbarie en écrivant une magnifique lettre au capitaine Butler qu'on peut trouver. Voilà aussi, je pense, pourquoi Victor Hugo est quelqu'un de très important en Chine, je crois.
Et est-ce que vous pouvez revenir plus en détail sur votre carrière de sculptrice? Alors moi j'ai fait des études classiques, c'est-à-dire les beaux-arts en France, à l'école des beaux-arts de Besançon, qui est une école régionale, mais une très bonne école pour la peinture en particulier. Ensuite je suis partie aux États-Unis, à New York, où j'ai refait une autre école pendant 3 ans. Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec tout ce que ça représente comme difficulté quand on est jeune artiste. C'est pour ça que la Maison des artistes est là aussi, c'est pour aider à se maintenir, à ce que les gens se maintiennent dans leur activité, parce que plus on est jeune, plus c'est difficile de partir, mais c'est difficile aussi pour les gens plus âgés, hein, d'ailleurs comme moi, de nous maintenir, surtout après cette période de Covid. Mais donc, mon parcours, il est celui-là. Sortie de New York, je suis arrivée à Paris, où je me suis installée définitivement. Et depuis, je travaille beaucoup en art figuratif. Hein. Je suis un sculpteur figuratif, plus particulièrement. Ma peinture, en revanche, puisque je peins. Ah, vous faites aussi, les deux, hein. Vous êtes deux. peintre et sculpteur, voilà, ou sculptrice. Voilà. Et là, ma peinture, c'est plus l'explosion où je me laisse aller, où c'est vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup d'aplats de couleurs, où c'est plus du tout figuratif. D'ailleurs, il faudra que je montre à mon collectionneur. J'espère que ça lui plaira. Avec plaisir. Mais Wu-Ting, pourquoi avoir collectionné quelques œuvres d'art de Nacera? Parce que Madame Kainu, elle a fait un grand statut de Victor Hugo. Donc c'est par ça que j'ai connu Madame Kainu. Et donc le même statut a été positionné à Pékin. Il est à Pékin? Oui, à Pékin, le même statut en bronze. Alors moi j'ai l'original chez moi, voilà. D'accord? Mais alors, ça veut dire que l'œuvre d'art là qui est à Pékin, c'est une copie? Voilà, vous avez l'original. C'est moi l'original. Alors l'œuvre d'art à Pékin, c'est une copie en bronze. Je veux dire. Non, c'est pas une copie. C'est attention, non. C'est un tirage original. C'est pas du tout la même chose. Tirage original. Voilà, parce que quand on tire un bronze, quand on fait des bronzes d'une œuvre originale en terre cuite, il y a une législation très précise. On a le droit de faire en épreuve limitée seulement 8 tirages originaux. Le premier tirage est à Pékin. C'est très réglementé. Très réglementé. Pas plus donc ce ne sont pas des copies, ce sont des tirages originaux. Ah oui. Voilà, donc précision très importante. C'est original numéro 1 en fait. Voilà, c'est ça. Original numéro 1 qui est à Pékin. Qui est à Pékin. Voilà. On peut l'admirer à quel endroit? Au Palais des Terres. Mais le mien, c'est l'origine de l'origine en fait. Voilà. C'est-à-dire, la matrice. Voilà, c'est l'origine. Comment l'avez-vous découverte alors cette Parce œuvre qu'avec notre ami commun, M. Liu, qui me l'a présenté, et dès que M. Liu, dans une réunion de la communauté chinoise, dès que M. Liu il m'a parlé, tout de suite je suis intéressé. Et après je l'ai contacté, donc j'insiste pour visiter. Et après M. Liu il a organisé un rendez-vous. Et donc je suis venu et puis tout de suite, je n'ai même pas réfléchi parce que je sais que quand c'est un statut de Victor Hugo, pour moi, en fait, c'est un objet sans valeur. Vous avez mis longtemps à la réaliser? Oui, alors là, pour le coup, vraiment, c'est une œuvre qui a été très difficile pour moi à réaliser, parce qu'elle avait été faite par les plus grands sculpteurs de tous les temps, par Rodin, par... C'est ça. Et moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste contemporain, réaliser le portrait de Victor Hugo, c'était vraiment une gageure, quelque chose de très compliqué. J'ai mis 9 mois, vous voyez, c'était un accouchement. Ouais. C'était vraiment à le faire, ça a été très... Parce que le personnage Victor Hugo, il y a le personnage public qui est ce monstre sacré, ce poète absolument incroyable. Poète, écrivain, dramaturge. Absolument. Complet. La bagarre des anciens et des modernes. Bien sûr. Et puis après, il y a le personnage privé. Vous voyez, on est obligé de bien comprendre quand on fait un portrait, puisque c'est plus ma spécialité, que vous me demandiez de me parler de mon travail. Donc moi, je fais beaucoup de portraits. Il faut vraiment essayer de bien comprendre la figure, dans tous ces aspects, aussi bien l'aspect privé, public, que comment les enfants, par exemple, ressentaient leur père. Enfin bon, avec Victor Hugo, c'était compliqué, évidemment, mais vous voyez, voilà. Alors ça a été plus compliqué pour le personnage privé, qui était quelqu'un d'assez compliqué, quand même, Victor Hugo, vous voyez. Mais j'ai une admiration sans borne, évidemment, pour cet immense personnage. Félicitations, alors. Merci. Mais qu'est-ce qui distingue votre création de celle de vos confrères?
Ah, ça, c'est très difficile pour moi de le dire. En fait, en me spécialisant plus dans le portrait, moi je suis fascinée par l'être humain en général. Tous les êtres humains sur Terre me fascinent. Je trouve absolument incroyable que dans un portrait, avec seulement 2 yeux, un nez, une bouche, il y a des milliards d'individus dans le monde et aucun ne se ressemble. C'est évidemment quelque chose d'assez fantastique. Et le portrait, c'est l'expression, c'est un livre ouvert, c'est une biographie. En fait, quand on fait un portrait en sculpture, c'est un livre, on écrit un livre en terre, en fait. C'est un livre qu'on écrit dans la glaise. Donc des personnalités comme Victor Hugo, c'est fantastique, comme Albert Camus, que j'adore, comme des poètes comme Rimbaud. Vous voyez, tous ces gens, j'essaie d'y mettre quelque chose. C'est mon Rimbaud, d'autres l'auraient fait différemment, vous voyez, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette statue qui se trouve à Pékin? Pourquoi Pékin? Et aussi à Pékin et à Pékin. À Shanghai aussi. Dans le grand, c'est un nouveau lieu qui a ouvert il y a une dizaine d'années, je crois, qui est dédié au théâtre à Shanghai. C'est un immense centre. Et donc beaucoup de pays ont offert des bustes des dramaturges de leur pays, et la France a offert Victor Hugo aussi. Voilà. Alors pourquoi Victor Hugo? Victor Hugo, moi j'ai fait les Beaux-Arts de Besançon. Et Victor Hugo est né à Besançon. Voilà, ceci explique cela. Voilà. Et donc j'ai été sollicitée par la ville de Besançon pour réaliser ce portrait. C'était un cadeau donc, à l'occasion du 50e anniversaire des amitiés franco-chinoises où ce buste de Victor Hugo a été offert à la Chine. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une statue de Confucius. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, Confucius, c'est vraiment cette personnalité qui est passée dans le patrimoine universel. Tout le monde aujourd'hui lit Confucius et s'y retrouve dans cette pensée qui est vraiment très très belle. Donc, pour être allé plusieurs fois en Chine, j'ai pu voir différentes statues de Confucius et d'autres très grands personnages. Et ce côté très sculptural avec les cheveux, la barbe, la moustache. Vous voyez, au niveau sculptural, il y a beaucoup d'éléments qui sont très très intéressants à faire pour arriver à... Voilà, quand on est sur un travail comme ça à la boulette, ça s'appelle à la boulette, le fait que moi je ne lisse pas vraiment mes œuvres, on peut avoir au niveau rendu esthétique quelque chose de très très beau. Et Confucius, c'est quelqu'un que j'aime énormément personnellement, voilà, en tant que penseur. Vous avez mis combien de temps à réaliser cette statue? Après, c'est très difficile de parler de temps, en fait, en art. Parce qu'on peut sortir une œuvre en, je dirais, presque quelques heures, vraiment. Et d'autres mettre 9 mois à les faire. Voilà. Quand c'est là, quand c'est pas là, c'est pas là. Vous voyez, c'est pour faire court. Vous voyez, voilà, c'est pas comme 3 heures pour réparer une voiture, par exemple. Pardon de faire la comparaison, mais on peut pas parler c'est pas une question d'heure, quoi. C'est une question de... C'est un autre temps, le temps de la création. C'est une invention. Oui, voilà. Pour une invention, il n'y a pas d'heure. Voilà, c'est ça. Et vous qui êtes passionné par l'art, est-ce que vous-même, en tant que chef d'entreprise et collectionneur, vous avez essayé de créer quelque chose? Oui. Peindre ou sculpter? Oui, en fait, moi, je suis passionné par l'art, mais je n'ai pas du temps. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, on n'a pas le temps de faire l'art. Alors donc, je passe un peu mon temps admirer les artistes, donc, et leurs œuvres d'art. Moi, je collectionne principalement les œuvres d'art dont les artistes sont vivants. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que on a besoin de parler avec les artistes. Parce que non seulement il faut apprécier leur œuvre d'art, mais si vous pouvez parler avec les artistes, ils vous expliquent leur état d'esprit, ils vous donnent les raisons pourquoi il a fait ça, et vous pouvez poser beaucoup de questions, pourquoi ça, et ça nous donne un aspect global sur cette œuvre d'art. Voilà. Et aussi une raison très importante, quand on collectionne les œuvres d'art dont les artistes sont vivants, on peut défiscaliser. Sinon, on ne peut pas. C'est très important. C'est la loi fiscale. Ah, c'est la condition sine qua non pour bénéficier des mesures de défiscalisation. Alors, parlons-en alors. Voilà. Et quelles sont les mesures de défiscalisation
on va dire, dont on peut bénéficier. Voilà, c'est-à-dire, donc la loi, elle est très claire. Une entreprise, la personne morale, Oui. peut investir dans les œuvres d'art. Donc, il y a un pourcentage lié avec leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on ne peut pas investir tout le chiffre d'affaires pour l'œuvre d'art. Ça devient ridicule. Et quelle est cette proportion alors? Je pense vous êtes chef d'entreprise, c'est donc quelques pourcents. 5%. Quelques pourcents, 5%. 5% Voilà, seulement 5%. de votre chiffre d'affaires annuel. Voilà, annuel, on peut investir C'est pas beaucoup, dans les quand même. œuvres d'art. Ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise, Voilà, en ça fait. dépend. Ouais. Et ça dépend aussi du prix de Oui. l'œuvre C'est d'art ça. aussi. Voilà. Et Ouais. peut-on connaître le nombre des œuvres d'art que vous avez collectionnées Alors, j'ai collectionné les œuvres d'art, beaucoup d'artistes chinois. Pourquoi? Parce que Vivants, bien sûr. vivants, mais il y en a, malheureusement, il y en a qui sont décédés. Décédés, oui. Par exemple, Zhao Wuqi, Ah, Zhao Zhu Wuqi, Dequn, ouais. voilà, ils sont décédés. Mais j'ai quelques œuvres d'art. D'accord? Donc j'ai aussi des autres peintres chinois qui sont encore vivants, qui sont devenus Lesquels? mes amis, comme Madame Keino, qui est mon amie aujourd'hui. Lesquels, par exemple? Parce que moi, Par j'ai eu l'occasion exemple. d'interviewer quelques peintres chinois. Par exemple, Wang Yancheng. Wang Yancheng, mais bien sûr, Bien sûr. j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Voilà. En fait, lui, il est plutôt français, non? Il est français, mais d'origine chinoise. Oui, Oui. il est français d'origine Mais il chinoise. paraît que c'est le successeur de Zhao Wuqi. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Enfin, vous pensez ça, mais M. C'est Wang, pas moi qui. M. Wang, il ne pense pas ça. Ah, Il pense, il est beaucoup le au-dessus. disent, hein, beaucoup disent que. Il pense, parce que les artistes, ils n'aiment pas qu'on lui dise il ressemble à qui. Ouais. Parce qu'un artiste, Lui, il est ne unique. ressemble, voilà, unique. Chaque il ne ressemble artiste est unique. personne. Voilà, c'est ça. Donc, M. Wang, mais à mon avis, M. Wang, il est en train d'innover, il est en train de chercher quelque chose que M. Zhao n'a pas fait. Donc, aujourd'hui, les peintures de M. Wang Yancheng ressemblent plus du tout ceux de Zhao Wuqi. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'il a passé au-delà. Voilà. Quand on collectionne les œuvres d'art des artistes étrangers, on peut aussi bénéficier des mesures de défiscalisation. C'est ce que vous êtes en train de Pareil. dire, en fait. Condition qu'ils soient C'est pas vivants. limité aux artistes français. Oui. Bien sûr. C'est international. Bien sûr, bien sûr. Alors donc moi, en tant qu'un chef d'entreprise franco-chinois, on peut Oui. dire comme ça. Oui. Alors moi, je collectionne plutôt soit des artistes chinois, soit des artistes comme Madame Keino, qui a un lien avec la Chine, les C'est Chinois. Parce qu'en fait, quand on collectionne un œuvre d'art, il faut que ça porte un sens. On ne peut pas dire c'est un œuvre d'art parce que c'est un œuvre d'art. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous ressentez, hein? Voilà. Alors, si c'est lié... ça. Comment? Moi, c'est tout à fait ça. Moi, voilà. J'aime bien l'expression connivence de culture. Si ça ne provoque pas chez vous une connivence de culture, eh bien, vous ne pouvez pas, on va dire, admirer pleinement une œuvre d'art. Si vous ne la comprenez pas, ça sert à rien. Évidemment. Ouais. Pourquoi j'achète Victor Hugo? Enfin, j'investis, je collectionne parce que je connais Victor Hugo. C'est quelqu'un, c'est comme un ami, je connais. Alors maintenant, je connais son, son artiste qui a fait ça, donc voilà, ça me fait complet. Alors, Madame Keino, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur votre lien avec la culture chinoise? Alors, parce que lui, il aime bien collectionner les artistes qui connaissent plus ou moins bien la Chine. Alors, je suis allée pour la première fois en Chine justement à l'occasion du 50e anniversaire des amitiés franco-chinoises, donc à l'ancien palais d'été avec le buste de Victor Hugo. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'y retourner à plusieurs reprises pour assister notamment à des symposiums où on va sur place travailler pendant un mois et demi avec d'autres artistes, des échanges culturels entre les artistes chinois et nous-mêmes. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Parce que ça nous apporte le fait que les artistes puissent échanger entre eux, travailler ensemble. C'est vraiment très bien. Puis c'est vraiment un pays qui est fascinant, la Chine. Enfin, c'est de par son aspect immense, les différences entre les différentes provinces, parce que c'est très différent entre Pékin et aller dans alors moi je dirais en français le Guizhou, mais la prononciation Huizhou. Vous voyez, voilà, je suis allée, voilà, j'ai fait une résidence d'artiste dans le Guizhou pendant un mois et demi. Ça a été exceptionnel, cette proximité avec
quand je dis les gens du peuple, c'est dans le sens très noble du terme. Hein. Voilà, ces gens qui travaillent la terre, ces gens, c'était fabuleux, une grande source d'inspiration aussi. Voilà. Donc ma relation avec la Chine, bah, c'est le travail en fait. Et puis du coup, plus on y retourne et plus on entre dans une certaine compréhension des codes qui sont différents. Ce ne sont pas les mêmes codes de comportement ou de plein de choses en France par rapport à la Chine. Il y a des différences, c'est intéressant de comprendre ça. La langue est un peu plus familière, enfin vous voyez, il y a, c'est ça. Pour pouvoir créer aussi et être au plus près d'une culture, il faut vraiment y aller. Voilà, c'est aussi peut-être pour ça que mon collectionneur a aussi matché sur mon travail, c'est parce qu'il a senti peut-être que il y a une accroche avec la Chine. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Justement. Voilà. Et cette œuvre d'art, vous l'avez créée quand? C'était après votre voyage en Chine ou avant? Non, après. Après, justement. Oui. C'est ce que j'allais dire. Hein. Oui, Donc, oui. vos différents voyages en Chine vous ont donné des inspirations. Oui, aussi. Alors, Monsieur Wu, en tant que chef d'entreprise et collectionneur, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur les mesures de défiscalisation? On ne peut investir que 5%, d'accord? Et puis c'est déduit des charges, comme des charges. C'est-à-dire défiscaliser, voilà, à terme. Toutes sortes de charges? Oui, c'est-à-dire c'est comme les charges, c'est comme les charges complètes. Mais je crois qu'il y a une immobilisation. Enfin, en termes de comptabilité, on ne déduit pas d'un seul coup, on déduit sur 5 ans. C'est-à-dire, vous parlez de l'amortissement. En fait. Ah, l'amortissement. C'est amorti sur 5 ans. 5 ans, voilà. Ouais. Voilà. Pour faire simple, pardon monsieur, je vais vous couper, mais pour que les gens comprennent, peut-être pour faire très simple, par exemple. C'est un exemple La condition, c'est vraiment d'acheter un artiste vivant, on l'a déjà dit, et surtout que l'œuvre soit exposée dans les locaux de l'entreprise et qu'elle soit visible par le public. Ça, c'est important. Ça, c'est condition sine qua non. Donc, il n'est pas question de la garder chez soi, alors. Non. Elle ne peut pas être dans un bureau, elle ne peut pas être enfermée, elle doit être à l'accueil de la société, ou si on n'a pas d'accueil, on peut la prêter à une autre entreprise qui, elle, l'exposera dans un lieu qui reçoit du public. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez la mettre en dépôt dans un musée pour qu'elle soit vue par des gens. Elle vous appartient pendant 5 ans. Et donc, par exemple, si vous achetez une œuvre à 10 000 €, vous pouvez déduire en fiscalité tous les ans 2 000 € en fait, pendant 5 ans. C'est ça. C'est des fractions égales pendant 5 ans. Et vous devez exposer l'œuvre aussi au public pendant 5 ans. Voilà. Ça diminue d'autant les charges d'une entreprise. Est-ce que c'est ça, Du coup, l'œuvre, vous l'avez gratuitement au bout de 5 ans. C'est ça. Voilà. Comme et si vous au bout de 5 ans, vous pouvez quand même garder cette œuvre-là chez vous. Bien sûr, elle est voilà. C'est-à-dire au bout de 5 ans, il disparaît de la comptabilité en fait. Voilà. C'est ça, parce que l'amortissement est fini. Voilà. C'est comme une voiture, alors au bout de 5 ans, c'est fini. La voiture vous appartient ou elle passe à la casse. Alors, une question beaucoup plus terre à terre. Hein. Comment avez-vous vécu la période de confinement, vous, par exemple, en tant qu'artiste? Alors, je dirais que finalement, les artistes, on vit quand même toujours un peu confinés dans nos ateliers, en fait. On est quand même beaucoup seuls dans nos ateliers en train de travailler. Mais là, il y avait évidemment une pression absolument horrible. C'était très anxiogène. Il y avait tous ces morts, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et ça, l'énumération de tous ces morts tous les soirs, ça, je trouve que c'était... Bon, j'ai très vite arrêté de regarder. C'est pas parce qu'il fallait survivre à ça. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais il fallait... Donc, bon, gré mal gré, vivre avec. Voilà. Donc j'ai travaillé dans mon atelier en essayant plus ou moins d'oublier... Pas d'oublier, mais de faire avec, quoi. D'essayer d'apporter ce que je pouvais autour de moi pour aider les gens qui étaient touchés de très près. Voilà, et puis... Vous avez pu créer... J'ai pu travailler, mais il m'a fallu quelques semaines, parce qu'on a tous subi une espèce de... traumatisme. Il y a eu un choc pendant les quelques premières semaines, quand même, qui a été une sidération au sens médical du terme, vous voyez, quand même, un petit peu, où il a fallu entrer dans cette nouvelle chose terrible qui arrivait sur le monde, quoi, cet ennemi invisible qui était quand même assez terrible. Voilà. Et ça a été quand même très difficile par rapport à la souffrance du monde, puisque les artistes, on ressent énormément. Très sensibles. Voilà. Ça a été difficile. Et Monsieur Wu, alors? Bon, alors, pour moi, la période de confinement, c'est un combat. Pour moi, c'est un combat de tous les jours parce que je travaille. Voilà, je suis sorti tous les jours parce que j'ai 15 établissements, dont 5 seulement fermés et 10 qui sont ouverts
pendant le confinement. Alors, on a accueilli des aides-soignants, des policiers qui viennent de province, des fonctionnaires d'État, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. On a aussi accueilli des gens en difficulté, des gens qui sont envoyés par la SAMU sociale de Paris. Donc, heureusement, grâce à nous, Paris vive un petit peu. Paris est une fête. Voilà, Paris vit un petit peu. Mais moi, pourquoi je dis c'est un combat de tous les jours? Parce que j'ai des établissements ouverts, j'ai mes personnels qui travaillent le jour et la nuit. Donc, ils sont face aux gens, d'accord? Ils sont sur un endroit public. Ils peuvent être contaminés. Très simple. Donc, justement, j'ai quelques personnels qui ont été infectés par le coronavirus. Il y en a un ou deux qui étaient même en réanimation. Certains sont guéris aujourd'hui. Ah oui, sont guéris. Heureusement, j'ai beaucoup de chance. Hospitalisés, certains sont hospitalisés. Je peux vous dire la vérité. Quel souci, hein. Beaucoup de soucis. J'ai beaucoup de soucis. En fait, j'ai 10 personnes, au moins 10 personnes qui sont officiellement infectées par le coronavirus. Je vous dis 10 personnes. Et j'ai même un hôtel, toutes les personnes ont été infectées. Et beaucoup qui sont asymptomes, donc ils ont passé quelques jours et ça allait après. Donc j'ai vécu des moments très difficiles, mais je pense que c'est la vie d'un chef d'entreprise. Hein. Vous savez, si on n'a pas cette difficulté, on a des autres difficultés. C'est pareil pour nous, sauf cette fois-ci, c'est plus dangereux parce que nous, on a exposé notre vie devant le coronavirus. Mais c'est un choix parce qu'en fait, le choix c'est quoi? Le choix c'est qu'on n'a pas de choix. En fait, moi je suis obligé de sortir parce que mes personnels travaillent. D'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui c'est terminé. Donc quand je prends un recul, on a vécu vraiment des moments difficiles, c'est très émouvant, pour vous dire. Oui. Mais pendant la période de confinement, vous avez continué à collectionner ou vous avez arrêté cette activité? Parce qu'on pouvait quand même acheter des œuvres d'art en ligne, par exemple. Non, je peux vous dire je la parle vérité. sous votre contrôle. Hein. Bien sûr. Pour vous dire, déjà, en fait, on n'a pas de chance cette année. On avait d'abord le coronavirus en Chine. Donc, janvier, février, on était déjà en difficulté. Pourquoi? Parce que je travaillais dans un secteur tourisme. On a des hôtels, on a beaucoup de clients chinois, asiatiques. Donc, en janvier, février, tous les asiatiques, ils ne viennent plus en Europe. Ils ont resté chez eux, ils ont commencé le corona avant nous, d'accord? Bon, janvier, février. Après mars, c'est le tour de l'Europe. Après, ça commence par Italie. Alors, quand l'Italie commence à propager le coronavirus, en France, on regarde l'Italie, on ne sait pas quoi faire. En fait, en ce moment-là, il y a beaucoup d'Italiens à Paris, donc ils ont infecté beaucoup de Français. Pour vous dire. Après, c'est le tour de la France, après c'est le tour de l'Europe. Donc en fait, on est en difficulté depuis janvier jusqu'à maintenant. Donc financièrement, on est très en difficulté. Donc je ne pense pas pendant cette période, il y a un chef d'entreprise qui investit dans le chef d'art. D'abord, il n'a pas d'argent et ensuite, il a d'autres soucis. Quand on a quand on a trop de soucis, je pense qu'on ne peut pas tout faire. Exactement. Alors maintenant qu'on est en période de... Oui, vous voulez dire quelque chose? Et donc, par extension, les artistes n'ont absolument rien vendu, puisque nous, on a été très lourdement impactés aussi par cette crise de Covid, parce que, comme vous le disiez très justement, le déplacement géographique aussi de la pandémie a fait que depuis le mois de janvier, des choses se sont arrêtées pour nous. Par exemple, des commandes en Chine ont été stoppées, voilà. Et puis, tout ça a évolué. Donc, je voulais en parler peut-être après, si vous voulez, aussi dire l'impact absolument terrible que cette crise a eu sur la profession, nous, les artistes en général. Les artistes auteurs en général, je ne parle pas seulement des artistes des arts visuels, c'est-à-dire peintres, sculpteurs, mais les écrivains, les gens de la musique, les gens du spectacle, les gens... voilà. Et c'est vrai qu'on n'a quand même pas beaucoup, alors on a beaucoup parlé des gens du spectacle, des comédiens, c'est très bien, on est ravis, mais on a quand même très peu parlé des artistes-auteurs, des gens comme nous, les peintres, les sculpteurs, les photographes, les écrivains, les gens du livre.
Les musiciens, ouais, voilà. Et donc, nous, ça a été terrible, et ça l'est encore, parce que là, l'été arrive, nous n'allons rien vendre et rien exposer. Les expositions sont repoussées à 2021, au mieux, et donc on a 1 an de passage à vide total. On n'a pas gagné 1 euro, sauf que nos loyers ont été retirés, nos charges ont été perçues. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà. Donc, il faut absolument que les entrepreneurs achètent des œuvres d'art aux artistes en bénéficiant, comme là, vous l'avez très justement dit, de ces facilités de défiscalisation, puisqu'il y en a d'autres aussi, hein, pour le mécénat aussi, pas seulement pour l'achat des œuvres d'art, mais si vous faites acte de mécénat envers des organismes d'utilité publique, par exemple des fonds de dotation, vous bénéficiez aussi de défiscalisation de l'ordre de 60%, je crois. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses, voilà, qui peuvent être faites. Hein, pour vous les n'avez pas eu fonds de solidarité? Si, la Maison des artistes, nous avons un fonds de solidarité, 1500 euros par mois. Ah oui, si. Alors, heureusement. Comment fonctionne ce fonds alors? Vous faites très bien de le signaler. On va remercier l'État français qui a été là, bien sûr. Et nous avons pu bénéficier en tant que TPE, toute petite entreprise, en fait, à ce fonds de solidarité. Et ça nous a sauvé la vie, évidemment. Mais là, maintenant, ça continue. Donc, on a bien entendu votre appel. Hein. Voilà, c'est un appel de détresse. On encourage les chefs d'entreprise, mais aussi les particuliers. Alors, la Maison des artistes est en train de investir dans les œuvres d'art, monter au créneau pour que le même système, le même dispositif de défiscalisation soit aussi élargi aux particuliers. Aux particuliers, voilà.